Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de cours pour parler de... Vous l'avez? Hein? Vous l'avez? Oui, on va parler de déplacement d'équilibre. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué, c'était dans le titre de la vidéo. Ouais, c'est pas faux. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment la possibilité de déplacer un équilibre va nous permettre d'optimiser, d'améliorer en fait l'extraction liquide-liquide. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur la notion d'équilibre physico-chimique, de voir ce que l'on entend exactement par déplacer l'équilibre, et puis voir ensuite comment cela va nous permettre d'améliorer en fait le processus d'extraction liquide-liquide. Et dans la prochaine vidéo de cours, on verra quelques exemples de technologies qui permettent de mettre en œuvre en fait l'extraction liquide-liquide. Alors sur ce cours ici, on va rester assez théorique en fait, puisque on verra des exemples concrets d'application et de mise en œuvre de déplacement d'équilibre dans le cadre d'une étude de document que nous ferons par la suite. Je vous proposerai juste un exercice résolu dans cette vidéo de cours dans laquelle on regardera un exemple concret de déplacement d'équilibre et on verra comment en fait ça se passe au niveau numérique sur un exemple en fait pratique. Voilà donc en route pour le déplacement d'équilibre, c'est parti. Alors je vais revenir un petit peu sur ce que l'on a vu dans la vidéo précédente où je vous ai présenté le principe de l'échange liquide-liquide, l'extraction liquide-liquide, pardon. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on avait en fait deux phases qui étaient positionnées côte à côte. Alors ici je les ai mis l'une sur l'autre, hein. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu dans l'exemple précédent. Donc ici on va supposer qu'on a une phase organique qui est en haut, donc qui est supposée être la phase la plus légère, et en bas, une phase aqueuse. Voilà. Et donc ce que l'on va regarder, c'est la distribution d'un soluté particulier. Donc dans l'exemple du cours précédent, on avait parlé du paracétamol, et on avait vu que le paracétamol avait une affinité plus forte pour la phase organique, qui était de l'octanol, par rapport à la phase aqueuse. Ce qui fait que la quantité de soluté présent dans la phase organique, ici, est plus grande que la quantité de soluté présent dans la phase aqueuse. Cet état correspond à l'état d'équilibre. Autrement dit, c'est un état qui ne va plus spontanément évoluer vers une structure différente. Alors, une potentielle idée reçue, c'est que cet état est statique. Autrement dit, que lorsque cet état d'équilibre est atteint, eh bien, il ne se passe plus rien. Ce que j'ai dit, c'est que les caractéristiques du système ne vont plus évoluer dans le temps. En revanche, ce système est toujours un système physico-chimique à température ambiante, donc c'est quelque chose qui est intrinsèquement dynamique, ça bouge à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Alors concrètement, par rapport au phénomène qui nous intéresse, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, il y a en permanence un échange entre la phase organique et la phase aqueuse. Il y a des solutés qui passent de la phase organique en phase aqueuse, et il y a également des solutés qui passent de la phase aqueuse en phase organique. Alors, si on suit en particulier un soluté, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que ce soluté particulier va passer du temps ici dans la phase organique, et puis au bout d'un moment, il va passer en phase aqueuse. Il va passer du temps en phase aqueuse, ici, et puis va retourner en phase organique, et passer à nouveau du temps en phase organique. Alors, ce temps qu'il passe en phase aqueuse et en phase organique, on est capable de l'estimer en moyenne. On va avoir donc sur une trajectoire donnée, alors je vais représenter ici un petit graphe avec l'interface entre les deux. Et puis ce que l'on va regarder, c'est la position verticale de la molécule, de ce soluté qu'on considère. On va le voir un petit peu en bas, et puis il va monter, il va repasser en haut, et puis il va repasser dans la phase aqueuse et dans la phase organique, etc. etc. Bien, et bien ce que l'on peut regarder, c'est le temps que passe ce soluté dans chacune des phases. Donc là, il y a une période pendant laquelle il est en phase aqueuse. Ici, on a un temps pendant lequel le soluté est en phase organique, puis un nouveau temps pendant lequel il est en phase aqueuse, etc., etc. Eh bien, si l'on considère une longue période de temps, on va pouvoir estimer le temps moyen passé par la particule dans la phase aqueuse et le temps passé dans la phase organique. Donc, on va prendre un temps long,
un temps très très long. Hein. Vous prenez le temps le plus long que vous êtes capable d'imaginer et vous le multipliez par 2. Voilà, donc ce temps-là va nous permettre de calculer un temps moyen passé en phase aqueuse et un temps moyen passé en phase organique. Alors imaginons que le soluté passe un quart de son temps dans la phase aqueuse et 3/4 de son temps dans la phase organique. Eh bien, maintenant, si on prend un très grand nombre de molécules de soluté, ce que l'on va observer, c'est que sur ce grand nombre de molécules, en moyenne, comme elles seront toutes à des moments différents sur les potentielles trajectoires que peut avoir ce soluté entre les deux phases, eh bien, en moyenne, on aura de la même façon un quart des molécules présentes dans ce système qui sera en phase aqueuse et 3/4 des molécules qui seront en phase organique. Voilà, donc macroscopiquement, on va toujours avoir l'impression qu'on a un quart des molécules de soluté qui sont en phase aqueuse, 3/4 des molécules qui sont en phase organique. C'est l'impression qu'on va avoir nous macroscopiquement, mais au niveau moléculaire, ce qui se passe, c'est que chacune des molécules passe son temps à échanger en fait entre la phase aqueuse et la phase organique, en passant en gros plus de temps dans la phase organique que dans la phase aqueuse. Donc on a un état d'équilibre macroscopique, c'est-à-dire que globalement on a l'impression que plus rien ne change en termes de répartition des molécules de soluté entre les deux phases. Par contre, au niveau moléculaire, on a en permanence des échanges entre les deux phases. Voilà, donc je voulais insister un petit peu là-dessus parce qu'en fait c'est un élément qui va être important dans la suite de ce qu'on va faire juste après. Alors comment on va pouvoir utiliser ça pour essayer de déplacer l'équilibre dans lequel le système s'est positionné spontanément. Autrement dit, ce que l'on souhaite faire, c'est agir sur le système de façon à modifier la répartition des solutés entre les deux phases. Il y a une phase, par exemple, dans laquelle on souhaiterait que le soluté se déplace préférentiellement. Donc, on va tenter de déplacer les molécules, en fait, d'une phase vers l'autre phase. Or, on a vu précédemment que pour une paire de solvants donnés et pour un soluté donné, eh bien, il y a une constante d'équilibre qui est tabulée, qui est connue et qui est intrinsèque au système. Donc, on ne va pas pouvoir modifier directement la constante d'équilibre du soluté entre les deux phases, donc cette constante d'échange. Il va falloir jouer sur d'autres facteurs. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu maintenant. Voilà, donc j'ai repris le petit schéma que j'avais mis au début avec la phase organique en haut avec une quantité de soluté plus importante, la phase aqueuse en bas avec une quantité de soluté moins importante. Et par exemple, ce que l'on souhaiterait faire, c'est essayer de faire passer le soluté qui se trouve en phase organique vers la phase aqueuse. Voilà, par exemple, on a envie de déplacer le système dans ce sens-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça fonctionne? Donc, la première chose, j'allais dire évidente, et qui est une conséquence directe de la façon dont s'équilibre le système, c'est que l'on peut ajouter de l'eau. Hein, on avait vu que, donc là je vous renvoie à la vidéo de cours sur l'extraction liquide-liquide, on avait vu que la quantité de soluté présente dans une des phases était directement liée au volume de cette phase. Donc si on augmente le volume disponible pour une phase donnée, eh bien forcément les solutés vont se déplacer spontanément davantage vers cette phase. Donc ça c'est une première solution. De la même façon, on peut jouer également sur le fait d'éliminer la phase et de remplacer cette phase par une nouvelle phase, entre guillemets, vide de soluté. Donc c'est ce qu'on avait vu également dans les exemples précédents. Donc ici, ça consisterait simplement à retirer cette phase aqueuse ici avec le soluté qu'elle contient, et puis remplacer. Donc remplacer cette phase aqueuse par de l'eau. L'eau étant dépourvue de soluté, un nouvel équilibre va s'établir dans lequel les solutés qui sont présents en phase organique vont passer en phase aqueuse. On va avoir une équilibration. De nouveau, on aura du soluté en phase aqueuse. On va pouvoir retirer cette phase et de nouveau ajouter de l'eau sans soluté. Donc ça, c'est exactement le principe des lavages successifs qu'on a vu dans le dernier exercice. Alors, une autre possibilité, eh bien, c'est d'évaporer le solvant organique.
Alors évidemment, ça suppose que le soluté ne part pas avec la phase organique lorsqu'elle est évaporée, ok. Mais en faisant cela, si ça fonctionne, on va en fait diminuer, cette fois-ci, donc dans l'autre sens, on va diminuer le volume disponible pour la phase organique. Du coup, le soluté va s'y trouver un peu à l'étroit et il va spontanément se déplacer vers la phase aqueuse. Hein, c'est quelque chose de totalement envisageable. Ça rejoint complètement la technique qu'on a utilisée pour la cristallisation par concentration. On a évaporé le solvant. De ce fait, on a diminué en fait l'espace entre guillemets disponible pour le soluté dans la phase qui était en train de s'évaporer et le soluté en est parti. Donc ça, dans le cas de la cristallisation, le soluté avait cristallisé. Dans le cas ici de l'extraction liquide-liquide, si on procède de cette façon, eh bien le soluté va passer dans l'autre phase. Voilà, c'est la première possibilité. D'un point de vue technique, il y a d'autres solutions également pour évacuer le solvant sans évacuer le soluté. On peut passer par des filtrations sur membrane, voilà, par exemple. Bien, j'ai repris à nouveau le petit dessin du début avec les deux phases, la phase organique et la phase aqueuse, entre lesquelles le soluté se partage, avec une quantité de soluté donc plus importante dans la phase organique que dans la phase aqueuse. Et donc là, je vous rappelle, ce qu'on voudrait, c'est favoriser en fait le passage du soluté dans la phase aqueuse. Alors, la technique qu'on va utiliser, et elle est identique pour les différents exemples qu'on va donner juste après, c'est qu'en fait, on va créer un espace de stockage, en fait, dans la phase aqueuse. Alors, comment ça marche? Eh bien, imaginez par exemple que vous ayez la possibilité, vous soyez dans une ville, et vous avez la possibilité d'aller de la gare vous balader dans une rue commerçante. Et il se trouve que ce jour-là, eh bien, les magasins sont fermés. Donc, on a un résultat qui est le suivant. Dans lequel on voit que il n'y a pas grand monde qui se balade dans la rue. Très bien. Et maintenant, ouvre un petit club sympa, convivial, avec un peu de musique, pas très loin de cette rue commerçante. Bien, quand ce local est ouvert, les gens peuvent tout à fait circuler également entre la gare et la rue commerçante, et la population dans la rue commerçante sera sensiblement identique à celle qu'on avait auparavant. En revanche, dans le petit local convivial, c'est exactement l'idée qu'on va exploiter ici, sachant que pour tirer le parallèle un petit peu plus loin, pour aller du local en question à la gare, vous êtes obligé de passer par la rue. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un petit local convivial, sympathique, dans lequel le soluté se sent bien et a envie d'aller se réfugier. Alors pour que ça marche, eh bien, il faut que ce local soit accessible uniquement depuis une des phases données, et donc c'est ce que l'on va faire ici. Alors concrètement, d'un point de vue chimique, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donner la possibilité au soluté de ne plus être dans sa forme libre en solution dans la phase aqueuse, mais dans une forme différente qui lui est plus favorable, autrement dit, dans laquelle le soluté se sent particulièrement bien et donc aime passer du temps. Et c'est là où on rejoint le principe qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'on arrive à faire en sorte que le soluté passe du temps en phase aqueuse dans une forme particulière du soluté, eh bien c'est autant de temps qu'il ne passera plus dans la phase organique. Autrement dit, on va diminuer le temps que passe le soluté dans la phase organique et donc formellement, on va faire en sorte que le soluté passe davantage de temps globalement dans la phase aqueuse, soit sous sa forme libre, soit sous cette nouvelle forme dont on a provoqué ici l'apparition. Ce qui fait qu'on aura globalement l'effet qu'on recherche, à savoir que l'on va réussir à déplacer la population de soluté globalement depuis la phase organique vers la phase aqueuse. Donc on pourrait imaginer qu'ici on crée dans la phase organique la possibilité que le soluté se trouve dans une situation qui lui est plus favorable. Voilà, donc imaginons qu'on ait un élément qui crée cet environnement et le soluté va venir se positionner dans ce nouvel environnement ici, par exemple, et va passer du temps dans cet environnement. Alors pour que ça marche bien, évidemment, il y a un certain nombre de critères à remplir. Donc il faut que le nouvel environnement ait une bonne affinité pour le soluté. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce nouvel environnement, il ne faut évidemment pas qu'il passe en phase organique, sinon on perd tout l'avantage de l'avoir en phase aqueuse et d'utiliser ce nouvel environnement pour attirer les solutés en phase aqueuse. Donc il faut que le nouvel environnement soit spécifique de la phase aqueuse.
Voilà, donc en gros, ce sont les deux critères qui vont être importants ici et qui vont permettre en fait aux molécules de soluté de venir passer plus de temps dans la phase aqueuse globalement sous cette nouvelle forme qu'on lui propose et donc va déplacer la population de soluté depuis la phase organique vers la phase aqueuse. Alors j'insiste à nouveau, hein. On n'a pas modifié, en faisant ça, le rapport des quantités de soluté dans la phase aqueuse et dans la phase organique lorsque ce soluté est sous forme libre. Autrement dit, on n'a pas modifié la constante d'échange pour la forme libre du soluté entre les deux phases. On a juste provoqué l'apparition d'un équilibre supplémentaire, cet équilibre entre la forme libre du soluté en phase aqueuse et sa forme dans le nouvel environnement. Et donc le fait d'additionner ce nouvel équilibre et cette nouvelle forme va faire que globalement, au total, on va avoir plus de soluté qui va venir se positionner en phase aqueuse. Alors, un dernier point que je n'ai pas mentionné, évidemment, qui est en général requis, c'est que cet équilibre additionnel que l'on a créé doit être réversible. Donc, que l'on ait un équilibre réversible entre les deux formes du soluté en phase aqueuse. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que ce soluté, si on souhaite l'extraire, c'est qu'on souhaite le récupérer a posteriori, et si on veut pouvoir le récupérer, eh bien, il faut que la nouvelle forme dans laquelle on l'a positionné, le nouvel environnement qu'on lui a fourni, eh bien, on soit capable de le séparer du soluté une fois qu'on aura séparé les deux phases, de façon à récupérer le soluté. Alors, 3 exemples de techniques qui vont permettre de mettre en œuvre ce genre de situation. Eh bien, par exemple, on va utiliser un équilibre acido-basique. Donc quand on a un équilibre acido-basique, en fait ce qui va se passer, c'est par exemple que une des deux formes acide ou basique du soluté est ionique, et les composés ioniques sont beaucoup plus solubles dans les phases aqueuses que dans les phases organiques, hein, d'une manière générale. Donc si on arrive à rendre ionique le soluté, soit en le mettant sous sa forme basique, soit en le mettant sous sa forme acide, eh bien en fait on va l'inciter à venir en solution aqueuse, et on va donc créer cette forme additionnelle du soluté qui va venir peupler la solution aqueuse, et on va ainsi déplacer l'équilibre global de répartition du soluté, quelle que soit sa forme, entre la phase organique et la phase aqueuse, vers la phase aqueuse. On peut également envisager de complexer le soluté. La complexation, ça va consister à venir proposer au soluté par exemple un ligand, si le soluté par exemple est un ion métallique, ou on peut proposer à un ligand, au contraire, un ion métallique, de façon à ce que les deux viennent s'assembler et du coup viennent préférentiellement se positionner dans une des phases. Alors souvent ça va être la phase aqueuse, maintenant c'est pas systématique. Et l'avantage de cette complexation, c'est que les liaisons chimiques qui s'y trouvent sont faibles à moyennement fortes, et on va du coup pouvoir ensuite les casser pour récupérer le composé qui nous intéresse. Enfin, une dernière proposition de modification d'environnement qu'on peut citer ici, c'est l'ajout de tensioactifs. Voilà, donc de la même façon, le tensioactif va permettre par exemple de solubiliser une molécule qui est organique dans une phase aqueuse. En venant s'agencer autour du composé organique, ils vont solubiliser la partie organique, donc le composé qui nous intéresse, et vont proposer de l'autre côté des queues qui sont caractéristiques des tensioactifs, des sites qui sont plutôt hydrophiles, donc qui vont venir, qui ont une bonne affinité pour la phase aqueuse et qui donc vont venir se positionner en phase aqueuse, qui va nous permettre de faire passer en phase aqueuse des composés organiques. Voilà, donc je ne vous donne pas d'exemple direct, comme je disais tout à l'heure, on va en voir par la suite. Donc là tout de suite, je vais vous proposer un petit exercice d'application qui utilise les propriétés acido-basiques. Et puis on verra d'autres exemples, notamment d'équilibre de complexation, lorsqu'on fera une étude de document par la suite. Bien, donc là on a vu différentes possibilités techniques. Maintenant je vous propose de faire un petit exercice assez simple pour illustrer en fait ce phénomène de déplacement d'équilibre grâce à
la création d'un environnement favorable au positionnement du soluté dans une phase plutôt qu'une autre. Alors, un petit point que j'ai oublié de mentionner précédemment, c'est que si cette création d'environnement, ce qui est souvent le cas, se concrétise par l'ajout d'une molécule supplémentaire ou d'un réactif ou d'un ligand ou d'un tensioactif, cette molécule additionnelle est appelée agent d'extraction ou extractant, c'est-à-dire un composé, quelque chose qui va permettre d'extraire. Voilà, c'est son appellation. Donc là, ce que je vous propose pour l'exercice, c'est de reprendre en fait le même système que celui qu'on a utilisé sur le cours précédent et sur l'exercice qui suivait, à savoir deux phases constituées d'eau d'une part et d'octanol d'autre part, dans lesquelles on a placé du paracétamol. Donc au niveau des quantités, je reprends la même chose que dans le cours précédent. On a 10 kg de phase d'eau, 10 kg d'octanol et on va mettre là-dedans 100 g de paracétamol en supposant que, comme précédemment, ces 100 g de paracétamol ne vont pas modifier drastiquement le volume total de chacune des deux phases. Voilà. On a un coefficient de partage entre l'octanol et l'eau pour le paracétamol qui est de 10 puissance 0,5, donc 3,16. La densité de l'octanol qui était de 0,822 et de l'eau qui était de 1,0. Donc, avec toutes ces données, on avait montré dans le cours qu'on observait un partage du soluté paracétamol entre les deux phases, avec une prépondérance pour l'octanol. Donc ici, on a 79% du soluté qui passe en phase organique, ce qui correspond ici à 79 grammes, puisqu'on a un total de 100 grammes de paracétamol. Et on a 21% du soluté libre qui passe en phase aqueuse, ce qui correspond ici à 21 grammes du soluté libre. Bien, alors une fois que l'on a ce système qui est à l'équilibre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la soude. Pourquoi? Eh bien parce que le paracétamol dont j'ai représenté la molécule, la forme moléculaire ici, a des propriétés acido-basiques. En l'occurrence, il a un proton ici qui est acide, dont le pK, donc le pK du couple associé est de 9,38 ici. Donc on va pouvoir éventuellement déprotoner le paracétamol, le rendre ainsi ionique, puisqu'en fait il restera un O- ici sur la molécule, et cet ion, eh bien, il aura une préférence pour la phase aqueuse, non plus pour la phase organique. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter, comme indiqué ici, de la soude. Donc là on suppose qu'on ajoute 100 g de soude à 12% massique, et on va essayer de voir quel est l'état du système à l'équilibre une fois que l'on a fait cet ajout de soude. Alors ce que l'on va supposer, c'est d'une part que la réaction du paracétamol avec la soude est totale. Bon, en pratique, c'est quasiment le cas, hein, puisqu'on a un pK de 9,38. Et la deuxième hypothèse que l'on va faire, qui n'est pas écrite ici, c'est qu'on va supposer que la forme ionique du paracétamol se trouvera uniquement en phase aqueuse. Pareil, concrètement, ce qui sera le cas, puisque la solubilité de ce type d'ion en phase organique est relativement faible. Voilà, donc question, quel est l'état du système à l'équilibre? Comment l'ajout de soude a-t-il déplacé la répartition du paracétamol entre la phase organique et la phase aqueuse? Donc je vous laisse quelques instants pour chercher par vous-même la réponse à cette question et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, vous avez trouvé? Ok. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé, faites pause, recherchez un petit peu par vous-même comment ça se passe et puis revenez juste après pour la réponse. Nous, on va prendre une nouvelle feuille et puis on va regarder ce qu'il en est. Voilà, donc j'ai repris ici sur cette feuille les informations clés qu'on avait juste avant. Donc quand on a 100 g de paracétamol, cette quantité de paracétamol libre se répartit entre la phase organique à 79% et la phase aqueuse à 21%. Et là, on ajoute 100 g de soude à 12% massique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc la première chose à essayer d'identifier, c'est en quoi le fait d'ajouter de la soude ici va impacter en fait le paracétamol dans les deux solutions qui sont là. Eh bien, on a vu juste avant que le paracétamol, sa forme neutre, en fait, était potentiellement acide et pouvait libérer un proton. Autrement dit,
le paracétamol, si on l'écrit ici AH, va réagir avec la soude, alors plus précisément avec l'hydroxyde qui est introduit par la soude, et donner la forme ionique négative du paracétamol, plus une molécule d'eau. Et donc cette forme négative va être piégée dans la phase aqueuse, c'est ce qu'on a l'hypothèse qu'on a faite juste avant, puisqu'elle ne pourra pas passer en phase organique. On a également fait l'hypothèse que cette réaction acido-basique était totale. Autrement dit, chaque entité NaOH qui a été introduite dans le milieu réactionnel va en fait donner lieu à cette réaction chimique, et donc on aura dans la phase aqueuse autant de A- que d'entités NaOH qui ont été introduites au départ. Donc pour ça, la première chose à savoir, c'est quelle est la quantité d'entités NaOH qui a été introduite en solution, en mol, de façon à connaître de la même façon en mol la quantité de AH qui va avoir réagi avec ces entités NaOH, de façon à savoir ce qui reste, qui n'a pas réagi et qui du coup va se distribuer entre les deux phases, organique et aqueuse. Donc pour faire ça, il va nous falloir un certain nombre d'informations. Et va falloir qu'on fasse un certain nombre d'étapes. Donc la première, on a 100 g de soude à 12% massique, ce qui veut dire qu'on a 12 g de l'équivalent de NaOH pur. Donc ce NaOH, sa masse molaire est de 40 g par mol. Ok, donc ça c'est une information que je ne vous avais pas donnée parce que j'attendais de vous que vous deviniez en fait que vous aviez besoin de la rechercher. C'est quelque chose que vous trouvez très facilement en ligne. Vous tapez sur Wikipédia, vous l'avez tout de suite. Donc 12 g de NaOH, l'équivalent de 12 g de NaOH pur avec une masse molaire de 40 g par mol, ça va nous faire et ici 0,3 mol de NaOH. Donc on a dit juste avant que chaque hydroxyde introduit par NaOH va réagir avec une molécule de paracétamol. Autrement dit, après que la réaction ait eu lieu, je vous rappelle, réaction totale, on va se retrouver avec 0,3 mol de paracétamol acide qui auront été convertis en A-, et qui ne seront donc plus disponibles pour l'échange entre les deux phases. Ce qui veut dire que, puisqu'on a pris 0,3 mol de AH et qu'on les a convertis en A-, eh bien ce qui reste, lui, va se répartir entre les deux phases, organique et aqueuse. Bon, donc il faut qu'on sache à combien ça correspond, ce reste en question. Eh bien, pour ça, on va avoir besoin de la masse molaire du paracétamol, qui est de 151,2 g par mol. Alors pareil, vous allez sur Wikipédia, vous tapez paracétamol, hop, top, vous tombez tout de suite sur les propriétés du paracétamol, dont sa masse molaire. Et on s'aperçoit que les 100 g de paracétamol qu'on a au départ, en fait, correspondent, alors je vais l'écrire là-haut, hop, ça correspond à, donc vous faites 100 g divisé par 151,2 g par mol, ça vous fait 0,661 mol de paracétamol. Donc une fois qu'on a fait réagir 0,3 mol de ce paracétamol de façon à le convertir en forme ionique, eh bien en forme neutre, il nous reste la différence des deux ici. Donc il reste 0,361 mol de paracétamol neutre. Alors ce paracétamol neutre, eh bien, il va se répartir naturellement entre la phase organique et la phase aqueuse en respectant le coefficient de partage. Et on a vu que dans ce cas-là, eh bien, on avait 79% de la forme neutre qui passait en phase organique et 21% de la forme neutre qui restait en phase aqueuse. Donc il va nous suffire de multiplier ce nombre de moles qu'on a là par les pourcentages qu'on avait calculés la dernière fois. Et donc on va obtenir ici en phase octanol donc 0,361 mol de paracétamol multiplié par 0,79 multiplié par la masse molaire,
151,2 et vous obtenez la masse de paracétamol qui reste en phase organique. Donc j'ai fait le calcul pour vous ici, je vous laisse le faire chez vous. On a 43,1 grammes de paracétamol qui reste en phase organique. On va avoir le complément 11,5 grammes de paracétamol donc qui reste en phase aqueuse libre. Et d'autre part, on a les 0,3 mol de paracétamol convertis en forme ionique qui, eux, sont en phase aqueuse. Donc ces 0,3 mol en phase aqueuse correspondent à, donc on fait 0,3 fois 151,2, la masse molaire, et ça va nous donner la masse de paracétamol sous forme ionique, en fait. Donc on a dit 0,3 fois 151,2, ça va nous faire 45,4, donc 45,4 grammes. Alors on peut, ça c'est la forme ionique qui se trouve en phase aqueuse. Donc on peut vérifier qu'ici on a bien les 100 grammes qu'on avait au début, donc 1, 5, 4, c'est bon, ça fait 10, 1, 4, 5 et 5, 10, c'est bon, 1, 4, ça fait 5, 6 et 4, 10, c'est bon, on a bien retrouvé les 100 grammes. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'en phase aqueuse, on va avoir la forme neutre donc, qui correspond aux 11,5 grammes qu'on a ici, plus la forme ionique, les 45,4 grammes qu'on a ici. Ce qui fait un total de 56,9 grammes de paracétamol qui se trouve dans la phase aqueuse, soit sous forme neutre, soit sous forme ionique. Autrement dit, dans ce cas-là, le fait d'avoir ajouté un agent d'extraction, ici la soude, a permis de transformer le soluté en une forme qui était favorablement accueillie par la phase aqueuse. Et ça nous a permis de passer de 79% du paracétamol en phase organique à ici 43,1%. Autrement dit, on a déplacé l'équilibre de 79% en phase organique à 43% en phase organique, ce qui était exactement le but recherché. Alors, j'ai fait exprès ici de choisir un exemple dans lequel on avait un déplacement d'équilibre qui était partiel, de façon à ce qu'on puisse travailler sur des quantités qui étaient faciles à manipuler. Évidemment, dans la vraie vie, on va s'arranger pour choisir un élément d'extraction qui est particulièrement efficace et qui va nous permettre de basculer un maximum du soluté dans la phase qui nous intéresse. On va essayer d'optimiser ça. Donc on va travailler avec des agents d'extraction qui peuvent être relativement efficaces. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre et c'est ce qu'on verra notamment lorsqu'on fera l'étude de documents la prochaine fois sur l'extraction des terres rares où vous verrez que le choix des éléments, des agents d'extraction est particulièrement délicat et qu'on a des différences en fait de coefficients de partage, si vous voulez, de répartition du soluté entre les différentes phases qui sont assez peu déséquilibrés et qui donc nécessitent la mise en œuvre de procédés qui sont particulièrement complexes. Voilà, on verra ça en détail la prochaine fois. Donc, en attendant, on va se retrouver très bientôt pour une autre vidéo sur les aspects technologiques de la mise en œuvre de l'extraction liquide-liquide, hein, si vous voulez bien. Agreed. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!